Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a pris part par visioconférence aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Et lancement de la formation d'apprentissage en milieu de travail dédiée à la jeunesse djiboutienne, une cérémonie organisée par le ministère du Travail et présidée par le Premier ministre. Et dans l'actualité internationale concernant la COP26, qui sera donc un tournant pour l'humanité selon Boris Johnson à l'ONU. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier soir aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs thématiques donc sont portées à l'ordre du jour de cette réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement des pays membres des Nations unies. La lutte contre la pandémie de la Covid-19, la réalisation d'une plus grande solidarité mondiale autour du phénomène de réchauffement climatique et l'identification de mécanismes plus concertés sur les principaux défis, notamment le terrorisme qui s'oppose à la communauté internationale. Autant de sujets qui ont été évoqués au cours de cette assise. Et dans une intervention donc faite par visioconférence lors de cette assise, le président de la République s'est exprimé sur l'ensemble de ces questions et décliné à chaque fois un protocole argumenté donc de vision et d'action sur la prise en charge de ces problématiques. Écoutons le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je souhaite de prime abord vous féliciter très chaleureusement pour votre brillante élection à la tête de la 76e session de l'Assemblée générale. Nous adhérons à la vision fondée sur l'espoir que vous avez articulé et que nous en sommes convaincus vous déploierez au cours de votre mandat. Je vous exprime mes vœux de succès et vous assure du plein soutien de mon pays. Notre gratitude va également à l'endroit de votre prédécesseur, M. Volkan Bozkır, et nous le félicitons pour son extraordinaire engagement au cours d'une année éprouvante, difficile et incertaine. Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude au secrétaire général pour la soumission de son rapport intitulé « Notre programme commun ». Nous saluons l'analyse pénétrante des menaces qui pèsent sur la planète, la prospérité et la paix mondiale qu'il contient et les recommandations pertinentes pour une sortie de crise. C'est un appel à l'action urgente et au sursaut collectif qui constitue un effort important visant à jeter les bases d'une coopération internationale renouvelée et fondée sur la solidarité. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, la pandémie du Covid-19 continue à avoir un impact dévastateur sur les populations. Elle a fortement affecté les indicateurs sociaux, remis en cause les progrès vers l'atteinte des objectifs du développement durable et aggravé l'extrême pauvreté. Elle continue de peser sur le système sanitaire des pays dans un contexte de rareté de vaccins et de désinformation. D'où l'urgence d'un plan de vaccination mondial avant que les variants actuellement en circulation ne mutent et ne remettent ainsi en cause les gains obtenus jusque-là dans la lutte contre le Covid-19. À Djibouti, nous avons pris immédiatement la mesure du danger et avons mis en place, dès l'apparition des premiers cas, un dispositif de gestion et de riposte qui a permis de contenir la propagation du virus. L'apparition des variants a induit une adaptation de la stratégie. Nous avons également élaboré un plan de vaccination qui inclut l'installation de vaccinodromes dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur et favoriser l'approche communautaire de proximité par le biais du déploiement de vaccinobus. Nous avons conçu
un plan de riposte sociale qui a pour objectif de 1. Préserver les moyens de subsistance pour les plus pauvres, des groupes vulnérables et ceux qui ont perdu leur emploi. 2. Mettre en place des mesures de relèvement et d'accompagnement social pour le court, le moyen et le long terme. 3. Mettre la technologie au centre de toutes les activités sociales. Je voudrais saisir ce moment pour remercier, au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, l'ensemble des partenaires internationaux qui ont fourni à titre gracieux des vaccins afin de nous appuyer dans notre stratégie vaccinale contre le Covid-19. Nous formons le vœu que la réunion au sommet prévue aujourd'hui, à l'initiative du président Joe Biden, permettra d'identifier de manière concrète les moyens d'inverser durablement la progression du virus et d'assurer de toute urgence le déploiement des vaccins dans le monde entier. Il est également vital que des efforts accrus soient entrepris en vue de l'émergence d'un consensus sur la nécessité de la levée temporaire du droit de propriété intellectuelle afin d'accélérer la production de vaccins. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, en raison des confinements imposés à la suite de la pandémie du Covid-19, dans le monde entier, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, la forte contraction de l'économie, l'accroissement des déficits publics et les conséquences économiques dévastatrices, nous sommes confrontés à l'urgence de mobiliser des solutions visant à stimuler la reprise. Dans cette quête, le soutien précieux des institutions financières internationales et l'appui des pays amis sera crucial. Et le président de la République s'est ensuite exprimé sur sa perception relative à une prise en charge efficiente de la communauté internationale en matière de réchauffement climatique. À ce propos, le chef de l'État a émis d'emblée sa foi en l'intérêt suspendu à l'adoption à l'échelle des pays des législations plus contraignantes en matière de protection des écosystèmes et des environnements. Le président Guelleh a mis par ailleurs à profit cette intervention à l'Assemblée générale des Nations unies pour aborder plusieurs sujets d'ordre national et régional. Réécoutons le numéro 1 djiboutien. Monsieur le secrétaire général, Excellences, nombre de mes homologues qui m'ont précédé ont souligné dans leurs interventions les préoccupations et les incertitudes qui ne cessent de s'approfondir quant au devenir de notre planète. Paradoxalement, la crise sanitaire mondiale qui nous impacte indistinctement depuis près de 2 ans constitue une occasion unique qui ne se représentera peut-être plus et qui a mis au jour les liens intrinsèques entre la santé humaine, l'économie et l'environnement. En effet, les différentes facettes des conséquences du Covid-19 nous imposent de faire un choix, à savoir celui de continuer à porter atteinte à notre planète et à notre environnement ou de nous inscrire dans une démarche collective à la fois courageuse et solidaire. Certes, le monde, en 2020, a dû faire face à un ralentissement des activités économiques et commerciales sans précédent, comme en témoignent les chiffres de conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'UNCTAD. À ce sujet, permettez-moi d'en souligner certains d'entre eux. Chute de 42% des investissements directs étrangers, contraction de 20% du commerce mondial, quadruplement du prix du transport de conteneurs. Au niveau environnemental, il a été enregistré une baisse importante des émissions globales de gaz à effet de serre, participant ainsi à un ralentissement de la détérioration de la couche d'ozone. Afin de faire face au risque d'écroulement économique, près de 12 000 milliards de dollars ont été investis pour contrer les effets économiques du Covid-19 par les gouvernements à l'automne 2020. Plus que jamais, en raison de la multiplicité des effets dévastateurs du changement climatique, comme les sécheresses prolongées, la multiplication des ouragans ou encore
l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les inondations et même l'invasion de criquets pèlerins, pour ne citer que cela, nous avons l'impérieuse obligation de repenser nos actions. Bien que l'accord de Paris eût constitué une réalisation historique, nous nous devons de reconnaître que les efforts consentis ne sont pas à la hauteur des espoirs nés à la suite de la COP 21. En raison de la vulnérabilité climatique, la communauté internationale doit accompagner les pays en voie de développement afin qu'ils puissent bénéficier du transfert de technologies, de l'expertise, mais également des financements appropriés. Aussi, permettez-moi à cet instant de saluer à nouveau l'annonce intervenue en janvier de cette année et visant à l'octroi de 5 milliards de dollars en vue de participer à la restauration des paysages dégradés, améliorer la productivité agricole et renforcer les moyens de subsistance dans le cadre de la Grande Muraille verte reliant Dakar à Djibouti et passant par 11 pays. Il nous semble que le Covid-19 constitue l'occasion unique pour enfin jeter les bases de sociétés plus égalitaires, plus respectueuses de l'environnement. Il nous faut saisir le momentum afin de pouvoir reconstruire en mieux nos sociétés, nos économies et redéfinir notre interaction avec notre planète. Monsieur le Président, Djibouti demeure engagé à construire un avenir meilleur, une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore que les efforts que nous avions déployés en vue de la normalisation des relations avec l'Érythrée n'aient pu à ce jour donner les résultats escomptés. Comme le note le secrétaire général dans sa lettre en date du 30 juillet 2021, adressée au président du Conseil de sécurité, nous déplorons l'absence de progrès notable sur les questions en suspens, à savoir le différend frontalier et le sort des 13 prisonniers de guerre djiboutiens. Nous réitérons notre appel afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international contraignant. Nous exhortons également nos voisins érythréens à procéder au démantèlement du camp d'Andali, dans ce qui serait une mesure de confiance propice à instaurer un meilleur climat dans les relations entre les deux pays. Djibouti suit avec attention l'évolution de la situation en Éthiopie. Djibouti partage avec l'Éthiopie des liens historiques et a développé des relations bilatérales riches et fructueuses dans les domaines politiques, économiques et culturels. Ces relations sont destinées à croître et à prospérer. Elle réitère son soutien en règlement pacifique du conflit. Nous nourrissons l'espoir que dans un proche avenir émerge une Éthiopie pacifiée, réconciliée avec elle-même et qui renoue avec la croissance et le développement économique. S'agissant de la Somalie, Djibouti se déclare encouragée par les progrès accomplis par le pays. Elle partage néanmoins les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité relatives aux désaccords politiques entre les membres du gouvernement et sur leur possible impact négatif sur le respect du calendrier électoral somalien. La Somalie est à la croisée des chemins. Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril. Nous réaffirmons notre soutien à un règlement juste, durable du conflit israélo-palestinien et la création d'un État indépendant et souverain sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Nous condamnons l'expansion des colonies, les campagnes de démolition et de saisie des biens dans la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les actes de violence qui ciblent les civils palestiniens. Nous demandons à Israël de respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Djibouti
salue la nomination du nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, M. Hans Granberg, et forme le vœu qu'elle donnera un nouvel élan aux efforts menés par la communauté internationale en vue de parvenir à une solution politique durable en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité. Nous exhortons les Houthis à demeurer engagés de manière constructive dans le processus de paix et réitérons notre condamnation des attaques répétées visant l'Arabie saoudite. Nous réaffirmons notre vive préoccupation face à la menace d'une possible catastrophe écologique, maritime, économique et humanitaire que posent les pétroliers F-50 Safir. Il faut de toute urgence et sans condition donner les autorisations afin que les Nations Unies procèdent à l'évaluation et fassent les réparations adéquates dans le but d'éviter le scénario du pire et minimiser le risque d'un déversement de pétrole dans la mer Rouge. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc c'était le discours du président de la République, discours par visioconférence, quant à sa participation donc à l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York. Dans l'actualité également, objet de toute l'attention et des efforts du gouvernement djiboutien, la lutte contre le chômage et pour l'emploi occupe à plein temps l'intégralité des équipes du ministère du Travail chargées de la formalisation et de la protection sociale, au sein duquel plusieurs organes coordonnent leurs actions pour une efficience et une efficacité maximale. Parmi ces organes, l'un des plus connus par les Djiboutiens reste l'ANEFIP, l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, qui a lancé ce matin au Palais du Peuple un programme innovant, ambitieux, essentiellement tourné vers les jeunes. Cette cérémonie de lancement a été placée sous le patronage du Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed. L'Agence nationale donc pour l'emploi, l'ANEFIP, avec à sa tête Mahmoud Omar, s'est très souvent illustrée en menant des actions en faveur de l'emploi, particulièrement en direction des jeunes djiboutiens. Dans un monde en pleine évolution, subissant de profondes mutations, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a réaffirmé sa volonté de mettre au cœur des enjeux et de sa politique la jeunesse nationale. Le programme d'insertion à l'honneur aujourd'hui s'inscrit totalement dans cette optique présidentielle en offrant aux bénéficiaires des apprentissages, des savoir-faire, l'appui, l'accompagnement et le soutien pour s'assurer de la meilleure insertion possible des jeunes dans la vie professionnelle. Fort de l'engagement de ses partenaires qui, en dépit de la crise sans précédent de la Covid-19, maintiennent leur partenariat, l'ANEFIP plus que jamais s'investit dans le défi que représente l'emploi des jeunes. L'Agence nationale pour l'emploi, par sa détermination et son refus d'appréhender le chômage comme une fatalité, montre que la question de l'emploi ne se limite ni à un problème personnel, mais bien à une cause nationale qui nous concerne tous. Le sujet de notre réunion aujourd'hui, en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes dans le cadre de ce projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, financé par l'USAID. Tout récemment, le projet d'employabilité s'est engagé à soutenir le ministère du Travail pour le placement en stage de jeunes demandeurs d'emploi dans des entreprises locales et à soutenir la Chambre de commerce de Djibouti pour la formation de 400 jeunes en conduite d'engins lourds dans le domaine portuaire. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur général de l'ANEFIP. Pour moi, un immense plaisir d'être devant vous pour souhaiter la bienvenue à cette cérémonie dédiée au lancement du programme d'insertion professionnelle mis en œuvre par l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle et financé par l'USAID, dont nous remercions infiniment. Rappelons que le programme d'insertion professionnelle permet le déploiement des stagiaires au sein des entreprises demandeuses de main-d'œuvre qualifiée,
Le programme permet aux jeunes diplômés d'avoir une première expérience professionnelle en stage rémunéré, avec la forte possibilité d'être recruté à l'issue de son stage. Grâce aux formations reçues sur les compétences de base, les jeunes ont la possibilité d'acquérir les compétences dont ont besoin les employeurs. Ainsi, ce programme a la singularité de proposer une meilleure chance aux demandeurs d'emploi, de permettre aux entreprises d'avoir à leur disposition les qualifications recherchées. De plus, il est important de noter l'existence de la plateforme de l'emploi de l'ANEFIP. Cet outil d'optimisation de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi a été initié par l'ANEFIP avec le soutien de l'USAID. Officiellement active depuis décembre 2020, elle compte à ce jour plus de 14 000 demandeurs d'emploi. La plateforme sert désormais d'interface sans intermédiaire entre les demandeurs d'emploi qui s'enregistrent librement et les employeurs qui peuvent consulter les profils et publier leur offre d'emploi. D'ailleurs, les institutions à la recherche de profils qualifiés sont encouragées à utiliser cet outil qui leur permettra de gagner du temps dans leur processus de recrutement en accédant sans délai aux informations sur le profil qu'ils recherchent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes heureux des résultats observés dans le cadre de ce programme. Ce programme prévoit de mettre en stage 600 jeunes demandeurs d'emploi de la République de Djibouti. Actuellement, nous sommes dans la première phase où on a mis 300 jeunes et qui se poursuivront d'ici 2 mois. Et de son côté, le ministre du Travail a indiqué que ce programme de formation pour l'insertion professionnelle avait pour objectif de réduire le chômage à Djibouti et améliorer les compétences en employabilité et la compétitivité des jeunes. On l'écoute. La participation à cette cérémonie nous honore et nous ravit à plus d'un titre, car la rencontre avec le jeune est bien la partie la plus stimulante, la plus enthousiaste de notre parcours professionnel. Alors, permettez-moi de vous dire la fierté qui est la nôtre en ce moment, la fierté qui est la nôtre aujourd'hui, de poursuivre avec vous ce digne combat contre le sous-emploi, le chômage, la précarité et la pauvreté à Djibouti. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cette initiative dénote la volonté du gouvernement de développer un dispositif institutionnel efficace dont la mission principale consiste à fournir de l'appui, à promouvoir l'insertion, accompagnement et d'entretenir une dynamique globale de promotion de l'emploi avec l'appui de nos partenaires. Elle marque très certainement une opportunité sociale et économique de plus à nos jeunes. Comme vous le savez certainement, le gouvernement de Djibouti est particulièrement engagé dans la lutte contre le chômage. Devrais-je dire dans la promotion de l'emploi pour le formuler de manière plus constructive, peut-être plus optimiste. Pour ce faire, avec l'ANEFIP, l'agence spécifiquement dédiée à l'insertion professionnelle, nous avons fait le choix d'imaginer de nouvelles mesures, d'inventer, d'innover pour répondre à cet ambitieux défi de l'emploi à Djibouti. Nous recevons ainsi les jeunes. Nous les recevons bien, comme il faut, pour les informer, pour les sensibiliser, pour les conseiller, pour les soutenir dans leur démarche et surtout pour les insérer dans le marché du travail. Et clôturant la série des interventions, le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie a félicité le ministère du Travail et l'USAID donc pour la réussite de ce programme. Je suis très heureux d'être parmi vous car c'est une journée destinée au lancement du volet de l'insertion professionnelle du programme d'apprentissage en milieu professionnel, mais donne l'occasion
de rappeler l'importance que le gouvernement attache à la politique de l'emploi. Le gouvernement souhaite en effet utiliser les moyens possibles pour réduire le chômage et plus particulièrement celui des jeunes. En amont, bien évidemment, l'effort est porté par une meilleure adéquation de la formation à l'emploi. Les besoins des secteurs économiques en développement sont intégrés à notre système de formation de façon de plus en plus pertinente. Mais à tous les niveaux aussi, le gouvernement veut accentuer la capacité des demandeurs d'emploi. Ainsi, une meilleure qualification des demandeurs d'emploi est prise en considération pour aider les chômeurs. Et aujourd'hui, l'insertion professionnelle intervient pour faciliter l'embauche des jeunes. Cette démarche représente la priorité actuelle de l'action du ministère du Travail. Elle se décline de plusieurs manières en contrat d'apprentissage ou des services civiques du volontariat pour l'emploi ou encore des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. En effet, ces contrats permettent aux demandeurs d'emploi d'acquérir une première expérience professionnelle directement dans le monde du travail. Cette journée des contrats de l'insertion professionnelle va permettre aujourd'hui à 300 demandeurs d'emploi de s'immerger pour la première fois dans une entreprise afin de parfaire leur qualification et aussi pour mieux se faire connaître des employeurs. Toujours en nouvelles du pays, dans la même journée donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avait reçu en fin de matinée la directrice régionale pour Djibouti, l'Égypte et le Yémen, Marina Ouess, à la tête d'une forte délégation des responsables de la Banque mondiale. La délégation de la Banque mondiale conduite par Ouess est en mission de travail depuis quelques jours à Djibouti, et ce dans le cadre des consultations avec les hauts responsables djiboutiens visant à davantage approfondir la coopération et à mieux soutenir Djibouti dans son plan de développement économique et social. Le Premier ministre a remercié la directrice régionale de la Banque mondiale pour son appui constant et régulier qu'elle apporte au développement socio-économique de la République de Djibouti. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a reçu dans son bureau aujourd'hui une délégation du ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information de la République sœur du Yémen, dirigée par le sous-secrétaire adjoint aux technologies au ministère des Communications du Yémen, Raghed Nasser Al-Saïd. La réunion s'est déroulée donc en présence de l'ambassadeur yéménite accrédité à Djibouti et du secrétaire général du ministère de la Communication. Les deux parties ont discuté notamment des relations fraternelles entre Djibouti et le Yémen et des moyens de renforcer leur coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, notamment le projet de câble sous-marin Aden-Djibouti et les moyens de le développer. Toujours en nouvelles du pays, une cérémonie marquant la clôture d'un stage militaire pour l'obtention du certificat militaire du premier degré s'est déroulée hier donc, au centre de conférence lieutenant-colonel Heuch Roble Idlé situé au PK23. Présidé par le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. La cérémonie a vu également la participation du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major donc général des armées, du colonel Ibrahim El-Bireb, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et plusieurs officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie. Ce stage donc riche et dense dédié à la formation de futurs sous-officiers a débuté le 6 juin dernier. Et donc, au centre d'instruction Cheikh Moussa au profit de 50 stagiaires, dont 6 personnels féminins. La cérémonie donc suivie de proclamation des résultats, après quoi les stagiaires ont reçu leur certificat des mains des officiels assortis d'un avancement au grade supérieur au plus méritant. À l'issue, des présents ont été remis aux officiels par les stagiaires, suivis d'un rafraîchissement et une photo de famille donc a clôturé la cérémonie.
Et au cours de cet événement riche en couleurs, le colonel Ibrahim Elmi a souligné l'importance qu'il accorde à l'instruction du personnel, gage de professionnalisme, et a exhorté les récipiendaires à faire preuve d'exemplarité avant de les féliciter pour leur réussite. Il m'est particulièrement agréable de me trouver parmi vous à l'occasion de la cérémonie qui nous rassemble ce matin et qui marque la clôture des stages de certificat du premier degré militaire. Avant tout propos, je voudrais rendre ici un hommage appuyé à M. le ministre de la Défense pour nous avoir fait l'honneur de présider cette cérémonie. Je voudrais également remercier les personnalités politiques, militaires, civiles qui ont bien voulu honorer cette cérémonie dans leur présence, malgré les impératifs qui sont les leurs. La 7e promotion comprend en son sein une vingtaine de diplômés universitaires qui ont inéluctablement rehaussé le niveau de ces stages. Ils sont tous dépositaires de licences, voire même de masters. Et je suis d'autant plus heureux que la 7e promotion compte parmi 6 filles dans ses rangs. Une première pour un stage tel que le CM1 que nous connaissons tous pour être particulièrement exigeant, notamment sur le plan physique et mental. Mais au vu des résultats plus que satisfaisants auxquels le personnel féminin est parvenu, je ne puis que m'en jouir. Chers diplômés, les enseignements militaires et professionnels que vous avez reçus vous qualifient et vous perfectionnent à l'exercice de vos fonctions partout où vous serez amenés à servir. J'attends donc que vous mettiez et pratiquiez les connaissances acquises de toute la rigueur, qu'elles soient tant de leur lettre que dans leur esprit. Et le ministre de la Défense a également tenu un discours dans lequel il s'est longuement adressé aux diplômés pour leur inculquer le comportement qu'ils doivent observer dans leurs futures responsabilités en tout lieu et en toutes circonstances. Il a également félicité les récipiendaires. Le ministre s'est dit heureux enfin de voir le personnel féminin à ce stage et a formulé le vœu de voir davantage de filles dans ce genre de stage en particulier et dans les rangs de la gendarmerie en général. L'honneur me choix de présider la cérémonie qui nous rassemble ici ce matin dans cette belle salle de conférence. Il s'agit, comme vous le savez déjà, de la clôture du certificat militaire du premier degré, axé sur la formation du futur chef des groupes de cette noble institution qu'est la gendarmerie. Bien qu'il ne s'agisse pas du premier stage semi organisé par la gendarmerie, cette promotion est différente des précédentes à bien des égards. En outre, au regard de l'effectif, puisque cette promotion compte une 50aine de stagiaires, mais aussi, surtout, une bonne vingtaine de jeunes titulaires de diplômes universitaires aspirant au rang d'officier. Vous retrouverez ici, dans un haut lieu de connaissance, du savoir, me conforte dans l'idée que les chefs militaires n'ont jamais perdu de vue le principe qu'une armée bien instruite et disciplinée est gage de sécurité pour la population au service de laquelle vous devez constamment vous positionner. Loin de vos familles, vous vous êtes soumis à la stricte discipline militaire, en tirant toujours le meilleur de vous-même, que d'efforts fournis, que de sacrifices consentis.
Je vous exhorte donc à être exemplaire, rigoureux, ponctuel et responsable. Monsieur le chef d'état-major, distingué invité, depuis le début de mon mandat, j'ai personnellement été flatté de constater l'attachement qui est celui des élus et de la population en général pour la gendarmerie, de la qualité du service rendu au quotidien et du dialogue permanent de vos hommes avec la population. Je vous demande donc de continuer sur cette voie, car dans cette confiance et ces dialogues sont au cœur de notre pacte républicain, au cœur de l'efficacité des services publics, au cœur de la politique menée par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Pour ma part, je puis vous assurer de tout mon soutien ainsi que celui du gouvernement. Il ne me reste plus qu'à souhaiter aux jeunes grades diplômés une belle carrière dans leur affectation respective. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de passation du commandement dans les régiments de l'intérieur, le colonel-major Aden Douali Warsama, chef des corps descendant du régiment interarmes d'Obok, a été remplacé par le commandant Ilyas Omar Youssouf, nouveau chef de corps. Cette cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui à l'aérodrome de la région d'Obok a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du colonel-major Mohamed Qayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du chef d'état-major par intérim de la gendarmerie nationale, du colonel Ibrahim Elmi Qaïb, du colonel Waïs Omar Bogouré, commandant les gardes-côtes, et de tous les hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la participation du préfet de la région d'Obok, du président du conseil régional et des OCAL. Régiment interarmes d'Obok rassemblé, prêt pour la cérémonie de passation de commandement. À vos ordres, mon général. Et dans son ordre du jour, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rendu un vibrant hommage quant à la carrière militaire du colonel-major Aden Douali Warsama. On écoute le général. Aujourd'hui, jeudi 23 septembre 2021, nous nous trouvons à Obok
au régiment entre armes de Boc dans le cadre des passations de commandement du régiment de l'intérieur. Le colonel-major Aden Douala Warsama, chef de corps de Riao, nommé sous-chef de la division logistique des armées. Est remplacé par le commandant Ilyas Omar Youssouf, nouveau chef de corps de Riao. Le colonel-major Aden Douala Warsama, après 4 ans, années passées à la tête du commandement du régiment inter-armes de Boc, vous avez été désigné comme sous-chef de la division logistique des FAD à compter du 9 septembre 2021. Père de 4 enfants, vous êtes né le 27 septembre 1967 à Djibouti. Vous êtes engagé au sein des forces armées djiboutiennes le 1er janvier 1990. Allez-y, vous êtes désigné pour suivre le cours d'officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France du 1er octobre 1990 au 31 juillet 1993. Durant votre carrière d'officier, vous avez effectué tout l'exercice de formation d'officier dans les spécialités d'infanterie, jusqu'au diplôme de l'école de guerre aux États-Unis d'Amérique en 2010. Depuis votre prise de fonction en tant que commandant de régiment inter-armes de Boc, vous n'avez ménagé ni votre temps, ni votre effort pour être à la hauteur de vos responsabilités. En effet, vous avez été particulièrement investi et pris à bras le corps votre régiment pour entourer son image et son efficacité. Ainsi, depuis des temps, vous avez reçu à marquer par votre talent et votre expérience professionnelle la transformation du régiment inter-armes de Boc en un régiment opérationnel d'une discipline intellectuelle et d'un sens développé des devoirs. Vous avez été pour le haut commandement militaire un officier supérieur digne de confiance. Et votre contribution a été à bord considérable. Officier supérieur de Valère, vous êtes cité en exemple pour votre dévouement, votre sincérité dans votre travail. Vous avez été décoré de la médaille de défense du territoire en 2011 et du chevalier de Grande Étoile de Djibouti en 2017. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans votre nouvelle affectation. Et poursuivant son intervention, le général Zakaria s'est adressé au commandant Ilyas Omar Youssouf, nouveau chef de corps du régiment interarmé de Boc, désigné par décret présidentiel. Le général lui a assuré de son soutien tout au long de sa mission. On réécoute le général. Je m'adresse au commandant Ilyas Omar Youssouf, nouveau commandant du régiment inter-armes de Boc, désigné par décret présidentiel à compter du 1er septembre 2021. Jeune officier supérieur, diplômé de l'Académie militaire du Soudan. Vous assurez depuis 2013 jusqu'à ce jour la fonction d'officier adjoint au chef du corps du régiment inter-armes de Tejora, affecté
au régiment entre armes de Tadjoura en 2004 et ayant assumé différentes responsabilités au sein de ce régiment. Vous possédez l'expérience du terrain. Ainsi, cela demande de votre part une attention particulière, vigilance et rigueur au travail. Les officiers, sous-officiers et militaires du rang des régiments entre armes de Bok, sous vos ordres, sont là pour vous soutenir dans l'accomplissement de vos missions. En tant que chef de corps, vous êtes chargé de veiller rigoureusement à la discipline et à l'instruction de vos hommes, mais aussi à l'entretien et à la préservation de vos matériels, équipements et infrastructures. Par ailleurs, je vous rappelle que votre secteur de responsabilité est une zone très sensible. Il vous appartient de combattre tout phénomène nuisible qui porte atteinte à la stabilité de l'économie nationale. En prenant l'exemple de votre prédécesseur, je vous exhorte de prendre toutes les dispositions nécessaires en redoublant d'efforts afin de veiller à la défense et la sécurité de toute votre zone de responsabilité. Pour ce faire, en tant que chef de corps Riao et commandant de la zone de Bok, vous êtes fait sous vos ordres toutes les forces de défense et de sécurité de la région, et tous administrativement sous l'autorité du préfet de Dobok. Commandant Elias Youssef Omar, je compte sur vous pour relever les défis qui vous attendent en tant que chef de corps de Riao et vous souhaite un bon courage. Et au terme de son intervention, le général a présidé donc la cérémonie de passation de commandement avec la remise du drapeau au nouveau chef de corps, en l'occurrence le commandant Elias Omar Youssouf, désigné par décret présidentiel pour commander le régiment interarmes d'Obok à compter du 1er septembre. La suite, donc, le général Zakaria a inspecté l'état des moyens de mobilité détenus par ce régiment d'Obok. En effet, le régiment Riao est un régiment opérationnel déployé depuis 9 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Ainsi, ce régiment, couplé avec le régiment de Tadjoura, le Riyat, sillonnait à tous les recoins des régions du nord du pays. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le commandant Elias Omar Youssouf, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. Repos! Grimaud! Présenti! Présenti! Ah! Et en effet, donc, le général Zakaria a inspecté l'état des moyens roulants et de mobilité détenus donc, par ce régiment d'Obok. Ce régiment, couplé avec le régiment de Tadjoura, sillonne tous les recoins des régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leurs missions assignées, d'où la nécessité de disposer d'un important parc de mobilité. Malgré la rudesse du terrain, les moyens mobiles demeurent opérationnels. Au terme de la cérémonie, le général Zakaria a assisté à un défilé à pied des troupes du régiment d'Obok avec à leur tête
le nouveau chef de corps, le commandant Elias Omar Youssouf. Ensuite, les deux officiers supérieurs ont procédé à la signature de documents officiels de passation de commandement et la cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. Dans le reste de l'actualité, la police nationale poursuit ses opérations de vérification des respects des feux tricolores. C'est très tôt dans la matinée que les policiers se sont rendus aux différents carrefours de la capitale pour réguler le trafic routier. Ces opérations de grande envergure entreprises par la police nationale visent à assurer la sécurité de notre population et ainsi veiller à faire baisser drastiquement le nombre d'accidents routiers. En effet, il a été constaté que les automobilistes s'adonnent à des pratiques dangereuses en ne respectant pas les feux de circulation et de ce fait mettent donc en danger la vie de nos concitoyens. Et pour cette troisième journée consécutive de contrôle de véhicules menée par la police, se sont poursuivis donc dans les principales artères de la capitale. Ces mesures interviennent après l'augmentation des accidents de la circulation causés par le non-respect du code de la route, notamment les feux tricolores. Les conducteurs ont été conduits devant le parquet de justice pour non-respect des feux tricolores et mise en danger de la vie d'autrui. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces opérations ont fait l'objet d'un rappel à ordre devant la justice et tout récidiviste s'expose à des peines plus lourdes. Ces comportements dangereux sont souvent les causes d'accidents graves, voire même mortels. Les excès de vitesse sont principalement les causes les plus fréquentes des accidents de la circulation dans notre pays. Les feux tricolores servent à réguler et à faciliter l'écoulement de la circulation. La police nationale rappelle aux conducteurs de faire preuve de prudence, de vigilance et de civisme sur les routes et de respecter les feux tricolores. Il est à rappeler également que ces opérations se poursuivront et pour cela, il est demandé aux conducteurs de respecter strictement les feux de circulation et les codes de conduite et les règles du code de la route de notre pays. Enfin, la police tient à informer la population que la tolérance zéro est désormais de rigueur et exhorte les conducteurs de tous les véhicules à respecter le code de la route. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec une profonde tristesse le décès survenu hier soir donc à l'hôpital Pelletier de feu Saïda Diriye Miguel. La défunte est la mère de l'actuel ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé. En apprenant cette douloureuse disparition, le ministère de la Communication et son personnel et la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs plus sincères condoléances au ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, et au président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Daoualé, et à toute la famille et proches de la défunte Saïda Diriye Miguel, tous prient le Très-Haut et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, la COP26 sera un tournant pour l'humanité, insiste Boris Johnson à l'ONU. Dans un discours à la tribune des Nations Unies à New York hier, le Premier ministre britannique a appelé le monde à faire preuve de maturité et de sagesse lors de la COP26 prévue fin octobre à Glasgow. La COP26 sera un tournant pour l'humanité, a-t-elle prévenu, en appelant le monde à faire enfin preuve de maturité et de sagesse. Il est temps pour nous d'écouter les avertissements des scientifiques, a-t-il martelé. Il a de nouveau alerté que notre belle planète risquait de devenir inhabitable, pas seulement pour nous, mais pour de nombreuses autres espèces, faute d'action contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé lors de la COP21 appelait à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel et dans l'idéal à 1,5 degré. Boris Johnson a appelé les pays à aller plus loin et à aller plus vite dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà donc, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end sur Télé Djibouti.